manquements, avec tout de même quelques loopholes que j'indiquerai tout de même, puisque tout n'est jamais parfait dans ce bas monde. Donc, il est certain que déjà, donc, si on parle du devoir de conseil, parce que c'est un devoir et une obligation pour certaines entités, ça peut l'être pour les banques, ça peut l'être pour les CIF, comme tu l'as dit, les conseillers en investissement financier, et ça l'est aussi pour les PSAN tout récemment encore, effectivement, donc pour les cryptoactifs. Et donc là, on va voir qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est d'une part déjà dire, c'est pas de l'information, c'est pas une alerte, c'est quoi le conseil? Le conseil, c'est une recommandation personnalisée, qui doit être en adéquation. Alors, en adéquation de quoi? Eh bien, la première des choses, c'est effectivement de se dire quels sont les besoins du client. Et donc là, le Code monétaire et financier va lister tout ce qu'il faut réclamer au client comme information pour être à même de répondre à ses besoins, puisqu'on doit, en principe, ne répondre qu'aux besoins du client. Donc, vous aurez la connaissance, l'expérience, la capacité à subir des pertes, les objectifs, et vous avez même maintenant des données de préférence ESG, c'est-à-dire environnementales. Bon, ça, c'est le premier temps, en aval. Mais ensuite, et tu l'as très bien rappelé, Natacha, il faut aussi s'informer pour pouvoir conseiller. Et donc, au-delà de l'information auprès des besoins du client, mais je vais lui proposer quoi à ce client? Qu'est-ce que je vais lui conseiller? Et donc là, c'est la deuxième vérification à laquelle on doit veiller, c'est-à-dire qu'il va devoir examiner les produits que lui-même conseille. Quelle est leur viabilité? Est-ce que c'est sérieux? Et donc, lorsqu'il y a un litige, le moment venu, effectivement, c'est toute cette catégorie-là qu'on va aller regarder, parce qu'en plus, s'agissant des CIF, il doit remettre, il a un mandat, il faut qu'il fasse tout par écrit. Alors là, je dois dire que même si on parle beaucoup effectivement du fait que tout se développe sur Internet, nous, ce qu'on réclame, c'est des documents qui ont dû être remis au client, c'est-à-dire, je vous ai diagnostiqué, j'ai fait votre questionnaire, je vous ai évalué, et voilà les documents que je vous présente. Donc, on a le sentiment que c'est vraiment bien serré, effectivement. Alors, première question et premier piège, effectivement, qu'est-ce qui se passe si le client ne répond pas au questionnaire? Et alors ça, c'est une des choses qui est du bon sens. Eh bien, le professionnel financier doit s'abstenir de conseiller. On ne peut, et ça c'est vraiment, je trouve c'est très bien, sauf que j'ai même eu quelques fois avec quelques enseignants, ils pensaient que l'obligation d'abstention avait disparu parce qu'elle ne se trouve plus dans le Code monétaire et financier. Alors ça, c'est le drame des craintes de la surtransposition par le régulateur. Vous trouvez l'obligation d'abstention, je le dis à tous les étudiants qui sont là, pour pas qu'ils tombent dans le piège quand ils auront un questionnaire, eh bien, ce n'est plus dans le 533-13, c'est dans le règlement délégué 2017/565.54, article 54.8. Et donc, moi, j'avais demandé à l'AMF, et c'est où la table de correspondance? Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui enseignent que l'obligation a disparu. Et alors, on m'a dit, ah ben non, mais ça, c'est le problème de Bercy, c'est à eux de faire une table de correspondance. Bon, enfin, je vous le signale, et c'est du bon sens. Très bien. Et donc, après, ce qui est aussi important, et je m'arrêterai là après, mais comme loopholes, donc on se croit complètement assuré en se disant, on a, par exemple, les PSAN, je suis sûre que dans la salle, il y a quelques jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui ont souscrit déjà à des cryptoactifs. Seuls les PSAN ont le droit de démarcher les PSAN qui sont agréés. Combien il y en a en France vis-à-vis des consommateurs? Zéro. Donc, aucun PSAN ne peut vous démarcher. Très bien. Et là, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, arrive la sollicitation inversée. Ah alors, oui, mais c'est tout à l'heure, Marielle, il ne faut pas dévoiler. Donc, je ne dévoile pas. Et donc, voilà le principal loophole de cette, sinon, très belle réglementation. Merci. Peut-être simplement, la sanction, c'est la perte de chance, oui. Évidemment. Et donc là, vous avez un très bel attendu de la Cour de cassation. La perte de chance se mesure à la chance perdue et non pas à l'espérance que vous aviez d'obtenir tout ce que vous souhaitiez. Et donc, ça va de 1% ou 0% à 99%. Mais ne dites jamais 100%, parce que sinon, votre décision serait cassée. Oui, mais c'est vrai que c'est une matière particulière. Là, l'idée, c'était de s'en inspirer pour la question du devoir de conseil, sur lequel je reviendrai. Mais on a vu aussi que, finalement,
en pratique, hein, la délivrance d'une carte en matière de démarchage à domicile, c'est une pratique déontologique, ce n'est pas une obligation. Hein. Et donc je me tourne vers Frédéric Billon pour savoir, pour la Fédération de la vente directe, les impacts qu'auraient nos deux propositions sur la pratique de vos démarcheurs. Merci beaucoup, Natacha. D'abord, merci de m'avoir convié à cette table ronde. Je dois préciser en toute transparence que je n'ai pas participé au groupe de travail personnellement pour ce rapport. Ce sont mes collaborateurs et ex-collaborateurs qui sont appropriés ce sujet, mais donc je me suis documenté le plus largement possible pour essayer de répondre. Il y a deux niveaux de réponse. D'un point de vue éthique et déontologique, je trouve l'idée excellente et j'y suis complètement favorable. Sur l'implication directe pour la fédération de la vente directe ou pour une fédération, en fait, il faut simplement mesurer la portée pratique de ce que ça engendre. Il y a deux niveaux. Il y a l'aspect technique et technologique, quel est le niveau de contrôle et quelle va être la responsabilité de la fédération dans ce contrôle. Donc ça peut être très simple, mais en même temps très compliqué. Et puis, et là, je pense que ce n'est pas simplement la responsabilité de la fédération. Je me tourne un peu vers l'UFC Que Choisir aussi, mais c'est un travail collaboratif. Ensuite, de communication. Pourquoi ? Parce que si demain, on mettait en place une carte professionnelle beaucoup plus précise et notamment qui reprendrait des règles et des devoirs de conseil, par exemple, il faudrait qu'on en fasse la communication. Et je pense que mon confrère va confirmer que la communication, elle peut coûter un peu d'argent. Donc il y a aussi un aspect pratique, comment on fait pour communiquer sur cette pratique-là. Mais aujourd'hui, à la fédération, on a déjà des cartes professionnelles. On a un projet d'amélioration de cette carte professionnelle puisqu'on doit la digitaliser. On va la rendre unique, nominative, pour éviter les dérives. Les entreprises adhérentes auront la responsabilité de mettre à jour ce fichier de conseillers autorisés à. On a aussi toute une base de formation et même de la formation en ligne et des certifications professionnelles. Donc on peut imaginer d'agglomérer tout ça pour avoir des bonnes pratiques et inclure un regard beaucoup plus précis sur ce que font véritablement les vendeurs. Donc moi je le vois plutôt positivement. De toute façon, globalement, et vous l'entendrez encore, en tout cas de ma part, quand on parle de régulation positive, au sens où on va inciter positivement à la fois les entreprises et les vendeurs, je vais plutôt y être favorable. Ouais. Très bien, bon, tant mieux. Je me tourne à présent vers Florence Lanoé. Est-ce que vous pouvez nous indiquer les raisons pour lesquelles vous avez souscrit à ces propositions ? Alors, le photovoltaïque en soi, nous on considère que c'est pas forcément dangereux ni complexe et que le besoin du consommateur n'est pas systématiquement une demande de rentabilité. Ils peuvent aussi installer du photovoltaïque parce qu'ils sont dans une démarche d'engagement durable, dans le développement durable. Donc ça peut être aussi une des raisons. En revanche, ce qu'on peut constater quand même, c'est que le photovoltaïque associé à du financement et à des pratiques peu vertueuses, effectivement, ça conduit généralement à des pratiques abusives. Et ces pratiques, bien entendu, nuisent à toute la profession. Et c'est pour ça qu'on est bien entendu d'accord avec ces propositions. Et on y adhère d'autant plus que sur l'activité porte-à-porte, dans la vente d'énergie, on a testé différents dispositifs et on a mis en place des dispositifs vertueux et de qualité. Et un des piliers, c'est la formation, justement, qui va conduire derrière à l'accréditation des vendeurs et à la délivrance d'une carte. Et cette formation, on en a fait même une école des ventes, by ING. Et vraiment, ça nous permet de nous assurer de la qualité des connaissances, des compétences des vendeurs, qui permet également de contrôler la transparence du discours vis-à-vis du consommateur. Donc, la formation n'est qu'un dispositif qui conduit à la délivrance de cartes, mais on voit que c'est quelque chose qui marche et qui assainit effectivement la profession. Alors, je me tourne vers Marie-Paule Benassi, parce que, donc, s'agissant du devoir de conseil, vous
vous le verrez dans le rapport, on n'a pas proposé de l'introduire en droit français, parce que sinon, ça serait aller à l'encontre de la directive 2011, qui est d'harmonisation maximale sur les contrats à distance et hors établissement. Donc, l'information ici, le formalisme ne permettrait pas cette proposition. Mais en tout état de cause, il nous est apparu que finalement la directive 2011 n'est pas forcément le vecteur le meilleur, dans la mesure où elle ne s'adresse pas à des contrats particuliers. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si en droit européen, il y a déjà eu des réflexions sur ce devoir de conseil, et ce qu'il en est aujourd'hui. Merci. Dans ce qui concerne la législation consommateur générale, horizontale, à ma connaissance, il n'y a pas de réflexion spécifique à ce sujet. Et vous savez que tout ce qui concerne la sollicitation du consommateur à l'extérieur des magasins est un sujet très délicat. Et nous avons eu beaucoup de discussions au moment de la préparation de la directive Omnibus à ce sujet, parce que on constate, et franchement c'est vraiment intéressant de constater exactement les mêmes problèmes dans tous les États membres. Ce sont les personnes vulnérables, et notamment les personnes les plus âgées, qui sont visées par des pratiques déloyales qui se passent par des sollicitations en porte-à-porte ou par téléphone. Et donc, on est arrivé à cette décision de proposer donc dans la directive Omnibus la possibilité pour les États membres d'aller plus loin. D'aller plus loin et d'interdire la vente à domicile, d'interdire le porte-à-porte. Et donc, ceci pour, je vous dis ceci pour démontrer à quel point le problème qu'on peut constater en France, on le constate dans les autres États membres, et avec la population qui vieillit de plus en plus, qui a de plus en plus de difficultés parce que beaucoup de services sont numériques maintenant, beaucoup d'informations n'arrivent plus sur papier, etc., deviennent sont de plus en plus dans des situations difficiles. Et donc, ce que je vois, mais qui est intéressant dans vos propositions, c'est cette idée d'avoir une approche sectorielle ou une approche par finalité de politique. Et donc, dans le cadre de la préparation de la nouvelle commission, nous sommes en train de réfléchir maintenant à des prochaines priorités. Et dans le domaine de la consommation durable, par exemple, je pense qu'il y a des réflexions à faire sur comment assister les consommateurs à faire les rénovations nécessaires. Et parce qu'il va y en avoir vraiment beaucoup si on veut qu'on respecte les objectifs de décarbonisation de l'économie européenne en 2050. Et donc ça veut dire qu'il va falloir faire un énorme effort pour aider les consommateurs dans ces domaines-là, et certainement une réflexion va commencer. Et dans ce cadre-là, par exemple des photovoltaïques, mais aussi les autres équipements, rénovation des toits, rénovation de l'isolation des murs, il va y avoir un énorme développement économique dans les prochaines années, et qu'il faut absolument trouver le moyen de faire ça en respectant les consommateurs et les questions économiques liées à ces coûts qui vont être énormes pour les consommateurs. Alors, deux petites choses. D'une part, alors le rapport ne remet pas en cause la législation sur l'interdiction des visites non sollicitées lorsqu'elles s'accompagnent de pratiques agressives, premier point. Et deuxième point, on avait pensé, d'ailleurs également dans la première partie du rapport, à effectivement associer ce devoir de conseil
à une législation qui porterait sur les dispositifs d'énergie verte, en fait. Donc ça avait été une des pistes qu'on n'avait finalement pas retenue parce que c'est pas l'actualité au plan national et on ne sait pas ce qu'il était au plan européen, mais c'est une des pistes. Alors je me tourne vers Philippe pour savoir votre point de vue de la DGCCRF sur un éventuel assainissement du secteur de la rénovation énergétique par ces deux pistes, c'est-à-dire des conditions d'exercice en amont et ce fameux devoir de conseil. Alors, déjà, d'une manière générale, la question de la protection des consommateurs, s'agissant du démarchage à domicile ou, disons, des visites à domicile de professionnels, visites au domicile du consommateur non sollicitées, comme on dit. Nous, c'est un sujet, bien évidemment, que l'on suit depuis très longtemps. On avait, avant même d'ailleurs le droit européen, des règles particulières en droit national, puisque de mémoire, la première législation en la matière remonte à 1972, alors qu'au niveau européen, je crois que la première directive, c'est 85. Oui. Et on a toujours, privilégié la spécificité de ce type de sollicitation du consommateur. C'est pour ça qu'en 2011, avant 2011, bien sûr, lorsqu'il s'agit de négocier le contenu de la directive sur les droits des consommateurs, pour tout dire, on n'était pas très fan d'aligner vente à distance, si je puis dire, pour faire schématique, et démarchage à domicile. Parce qu'on a toujours considéré que le démarchage à domicile devait faire l'objet d'une protection particulière. Eu égard au risque quand même, tu l'as dit tout à l'heure, s'agissant des consommateurs vulnérables, des pressions psychologiques qui peuvent être exercées à son domicile de surcroît. Et puis c'est vrai que ça peut cibler ou viser un public particulièrement fragile. Donc voilà, nous d'emblée, on a toujours été assez méfiants sur ce d'alignement. Et c'est pour ça d'ailleurs que dès 2011, lors de l'adoption de la directive, on a, voté pour l'adoption de cette directive à condition de pouvoir maintenir quand même un certain nombre de règles spécifiques. Et celle qu'on a maintenue, par exemple, à laquelle on tenait énormément, c'était le fait que dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement, comme on dit, eh bien, le consommateur ne soit pas obligé de payer immédiatement. Donc on a maintenu un décalage dans le temps entre la conclusion du contrat et le paiement en contrepartie d'un produit ou d'un service. Alors, effectivement, le problème des visites non sollicitées reste entier. Je crois qu'il se pose effectivement, alors nous on voit ça plutôt sous l'angle des conditions dans lesquelles le consommateur est approché, sollicité, et le processus de formation du contrat. On n'a pas vocation, nous, à la CCRF, c'est pas trop dans nos missions, d'agréer, si je puis dire, ou de se prononcer pour une forme d'agrément de professionnels qui pourraient donc exercer ce type d'activité. Donc on est plutôt, nous, dans une approche plus aval, si je puis dire, à savoir donc vraiment les conditions de formation du contrat. Alors, ce que disait Marie-Paul est exact. Alors, on ne va pas jusqu'à... la directive Omnibus a remanié, révisé la directive de 2011. On ne va pas jusqu'à autoriser les États membres à interdire strictement les visites non sollicitées, mais à les encadrer de manière beaucoup plus exigeante. Comme je vous l'ai dit, on avait déjà un niveau de protection qui allait un peu au-delà de ce que prévoyait le niveau européen. Lorsqu'il s'agit de transposer la directive Omnibus, le gouvernement n'a pas fait le choix d'utiliser toutes les options que lui permettent désormais la directive de 2011 révisée avec la transposition de la directive Omnibus. Donc on a effectivement renforcé, mais je dirais un petit peu à la marge par rapport à ce qui existait déjà, la protection du consommateur en faisant en sorte que les visites non sollicitées ne puissent plus avoir lieu dès lors que le consommateur a clairement indiqué qu'il ne les souhaitait pas. Oui. Mais c'est vrai qu'on n'est pas allé au-delà, on n'a pas instauré, alors on en parlera plus tard, pour une autre forme de sollicitation qui est le démarchage téléphonique, par exemple, alors qu'on pourrait le faire. On n'a pas institué, par exemple, un encadrement des jours, des horaires, de la fréquence des visites non sollicitées au domicile des consommateurs, alors que légalement, on pourrait le faire. Bon, pour l'instant, le gouvernement n'a pas choisi cette voie de
d'utiliser toutes les options qui s'offraient à lui depuis Omnibus. Pareil sur le droit de rétractation, qui peut être beaucoup plus large que ce qu'on prévoit par exemple pour les contrats conclus à distance, puisqu'on peut maintenant revenir sur certaines dérogations au droit de rétractation. On peut aussi, si le législateur national le souhaite, interdire tout paiement pendant le délai de rétractation. Donc, voilà. Donc bon, à ce stade, voilà où on en est. Peut-être que les choses évolueront, mais voilà ce qu'il en est au niveau national. Oui. Je voudrais juste apporter un éclaircissement, parce qu'il y a un point qui est très important et qui a été abordé par Madame Benassi. C'est la contradiction et le paradoxe entre la volonté de protéger le consommateur, qui est légitime et évidente, et d'ailleurs qui procède du raisonnement des entreprises, en tout cas de la majorité de celles qui font attention au consommateur, parce que le consommateur est un client, et bien le traiter, c'est le maintenir, et les mauvaises pratiques. Et en fait, ce paradoxe, il est que dans le même temps, et pour ce qui est de la rénovation énergétique, on a besoin d'aller chez le consommateur. Et que notre société, qui est en train de devenir une société de commerce, et de services, encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, digitalisée en plus, va avoir besoin de cette relation personnelle et de ce conseil. Et donc, toute la difficulté réside dans « je protège le consommateur le mieux possible », sans pour autant bloquer le conseiller de vente, celui qui va venir intelligemment, avec peut-être un devoir de conseil, aider le consommateur. On parlait donc de l'impact écologique. Il ne faudrait pas non plus, et vous le disiez, Madame Benassi, par rapport au vieillissement des populations, continuer d'isoler systématiquement les personnes et les consommateurs qui ont quand même le droit de consommer. Donc cet équilibre-là, il n'est pas évident. Moi, je crois fondamentalement dans le pouvoir ce que vous appelez le droit mou, c'est-à-dire la possibilité de rendre plus vertueux les entreprises. Par contre, effectivement, probablement, d'être impitoyable avec les quelques entreprises qui ont des pratiques insupportables et qui, hélas, rejaillissent sur l'intégralité des secteurs. Je vais vous donner un exemple par rapport au photovoltaïque. Il faut savoir qu'en France, on a 2 entreprises qui font du photovoltaïque français, donc dans des pratiques plus qu'excellentes, et hélas, qui sont soumis aux mêmes contraintes que les autres, alors qu'ils seraient capables de démontrer d'une politique RSE, comme peu d'entreprises en France arrivent à le faire. Donc c'est ce paradoxe et cette complexité, et nous on s'inscrit complètement dans la démarche de la protection du consommateur, dans la limite aussi de ses avantages et de son conseil. Mais d'ailleurs, c'est une excellente transition vers la suite, parce que... en fait, quand on compare les modes de prospection, alors vous verrez, il y a des tableaux à la fin du rapport. Il faut aller lire d'abord les 200 pages et ensuite vous aurez les tableaux. On voit vraiment qu'il y a une différence de traitement entre les différents modes de sollicitation dans la réglementation. C'est-à-dire que la prospection directe, les mails, les notifications, les pushs, le démarchage à distance, les sources de la réglementation sont assez simples et lisibles, et le processus de sollicitation est simple. Même chose pour le démarchage à domicile, finalement. C'est pas compliqué en réalité. Certes, il y a des interdictions, on le voit, mais lorsque c'est licite, le processus est assez simple. En revanche, lorsqu'on prend la prospection téléphonique, là, c'est très compliqué, à la fois parce qu'il y a une multiplicité des sources de réglementation, c'est-à-dire que, certes, il y a les textes, mais il y a les réponses aux foires aux questions, il y a la jurisprudence des tribunaux administratifs. Donc, il faut prendre en compte tout cela. Il y a une lourdeur du processus, il y a 3 à 4 étapes avant d'arriver au consommateur, et surtout, une complexité parce qu'en fait, il y a à la fois des règles générales, mais aussi des règles sectorielles, d'ailleurs qu'on n'a pas abordées dans le rapport parce que ce n'était pas forcément dans les secteurs d'activité des partenaires de la chaire. Donc même le tableau, en fait, il est en deçà de la réalité. Donc, nous sommes arrivés à un consensus en matière de démarchage téléphonique sur le fait qu'il fallait maintenir la liste Blocktel, mais en revanche, on est arrivé aussi à un consensus, au-delà des différences de points de vue particuliers, sur le fait qu'il fallait peut-être améliorer l'articulation des règles relatives à la prospection téléphonique et créer une mission interministérielle pour y parvenir.
Donc, je me tourne vers déjà Florence Lanoé et Frédéric Billon, mais ça correspond aussi à ce que vous dites. C'est quelles sont les principales difficultés rencontrées pour le démarchage téléphonique? Florence. Alors, honnêtement, la multiplication des règles rend très complexe leur application. On a eu, enfin, tu viens de le rappeler, on a eu une évolution sur l'exception client liée au dispositif Blocktel. Ensuite, on a eu l'interdiction sectorielle. Ensuite, on a eu l'encadrement des appels. Et tout ça, pour nous, c'est assez complexe à démêler. Enfin, les tableaux sont assez représentatif. Et derrière, nous, on doit aussi l'expliquer à nos opérationnels qui réalisent les process. Et tout ça, ça complexifie énormément chez nous, enfin en tout cas chez les opérateurs, le parcours et les process pour parvenir effectivement aux clients. Et parfois, ça peut être en contradiction même avec l'intérêt du consommateur de se voir proposer des produits qui peuvent revêtir un intérêt pour lui, lors d'un démarchage téléphonique qui avait un objet initial et qui peut du coup sur lequel on aurait pu déboucher sur d'autres demandes et d'autres produits. Et ça vient aussi en contradiction, alors dans le secteur de l'énergie en tout cas, et notamment avec l'interdiction sectorielle, avec des obligations qu'on a par ailleurs, d'inciter les consommateurs à réaliser des économies d'énergie et à les inciter à procéder à des travaux. Donc tout ça, c'est un peu compliqué pour nous. Le travail du juriste, c'est un peu un travail d'équilibriste entre avoir une interprétation très stricte des textes où on va quelque part empêcher finalement le process de vente et parfois contre l'intérêt du consommateur. Et puis d'un autre côté, une interprétation trop souple qui là serait dangereuse parce que pourrait exposer la société à des sanctions. Et là encore, hier, on a vu qu'il y avait une sanction qui était tombée. Beau montant. Donc c'est bien parce que ça permet aussi d'assainir et de montrer que la DGCCRF est active. Donc ça nous va aussi très bien. C'était pas NJ. Non, sinon vous ne sauriez pas. Non, sinon je l'aurais pas dit. Mais voilà, donc c'est un travail qui est assez compliqué. Et donc d'un côté, on a les opérateurs vertueux ou en tout cas les opérateurs qui respectent la réglementation et complexifient leur process de vente. Et malheureusement, d'un autre côté, on voit toujours ces autres opérateurs peu vertueux qui, malgré la réglementation, malgré le renforcement de la réglementation, continuent en fait, alors soit à détourner la réglementation et trouver d'autres moyens pour parvenir à leur fin, soit carrément ignorent totalement la réglementation. Ça, c'est effectivement quelque chose. Et donc voilà, donc la difficulté pour nous, c'est que nous, on est respectueux de la réglementation, donc on décortique les textes, on s'inspire des fois aux questions, mais c'est quand même compliqué et quelque part, personnellement, voilà, je trouve que ça peut nuire aussi à l'intérêt du consommateur. Et c'est ça qui est vraiment compliqué en fait dans cette réglementation. Frédéric, et après, ne vous inquiétez pas, Cédric, vous aurez la parole. C'est prévu. Je vais me poster du coup du point de vue des plus petits acteurs, puisque je pense que Florence a parlé d'Engie et représente les plus importants. Pour les petits acteurs, c'est extrêmement compliqué. On a à la Fédération un certain nombre de toutes petites structures, franchement proches de l'artisanat, pour qui, en fait, c'est même impossible de respecter strictement l'empilement de contraintes. Et c'est en ça que je vais dans le sens de la proposition du rapport, que d'essayer de clarifier, parce que c'est ce que dit la proposition. Et ça, ce serait important, parce que je pense que même pour le consommateur, c'est pas toujours évident de savoir ce qu'il a le droit ou pas le droit de faire. On parlait de la sollicitation à domicile. La Fédération a fait des vidéos INC Consomag qui va dans ce sens-là pour essayer là encore de former le consommateur, qui comprenne comment ça fonctionne. Et je pense que demain, si on arrive à clarifier les règles sur la prospection à domicile ou la prospection téléphonique, ça contribuera à faciliter le travail des entreprises et à mieux comprendre, à faire comprendre au consommateur ce qu'il a le droit ou pas d'accepter. Donc ça, c'est un point qui est très très important. Aujourd'hui, on a des règles en plus qui sont un peu antinomiques avec l'artisanat.
par exemple, ne pas pouvoir rappeler un client alors que vous n'avez pas de secrétaire ou que vous n'avez pas de secrétariat en général, c'est quand même compliqué pour respecter les 4 fois dans le mois alors qu'il y a longtemps que vous l'avez vu. Donc il y a des contraintes très précises, très techniques, les horaires qui sont pour les plus petites structures extrêmement compliqués à mettre en œuvre. Et ça peut démotiver l'entrepreneuriat et ça peut démotiver certaines structures qui vont notamment dans la rénovation énergétique. Et c'est un peu dommage. Et c'est en ça qu'encore une fois, j'appuie la démarche de clarification et de simplification. Alors, cette démarche de clarification, Cédric, a été également appuyée par l'UFC Que Choisir. Vous n'avez pas renié maintenant la proposition. Non, j'ai dit que je jouais constructif jusqu'au bout. Alors, il est vrai qu'à défaut de clarification avec un système simple, une règle générale qui est l'opt-in, qui est la position de l'UFC Que Choisir, qui aurait le mérite de la clarté et de la simplicité. Nous disons, très bien, maintenant Blocktel et ayons une meilleure articulation des règles. J'aimerais quand même, pardonnez-moi, mais rebondir sur un point. Parce que j'entends ces quelques entreprises, il y a des professionnels vertueux, et il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur ces professionnels vertueux, mais j'aimerais quand même rappeler que s'il y a eu une interdiction sectorielle dans le domaine du démarchage téléphonique pour la rénovation énergétique, c'est que ce ne sont pas quelques entreprises. Aujourd'hui, si je vous parle de l'activité des associations locales UFC Que Choisir, au niveau du palmarès des litiges, c'est bel et bien le domaine de la rénovation énergétique. Et on a une liaison dangereuse entre démarchage et litige de consommation. Sur la seule année 2023, les 4 premiers mois de l'année, on avait le même niveau de litige que sur toute l'année 2022 dans le domaine de la rénovation énergétique. Et on arrive à un système où on jette limite l'opprobre sur tout le secteur de la rénovation énergétique en raison des mauvaises pratiques. Donc l'assainissement, il est indispensable. Là où l'UFC Que Choisir appuie la clarification des règles, c'est plus particulièrement sur le sujet de la rénovation énergétique par rapport à la règle du consentement à être rappelé. Oui. Parce que là, pour le coup, ça a été adouci. Et de ce point de vue, on a pu assister à des appels de consommateurs s'indignant du fait qu'ils étaient contactés. On a dit, mais vous êtes sûr que vous n'avez jamais laissé votre numéro de téléphone? Ah ben si, j'ai peut-être fait une recherche par rapport au cadre légal et aux dispositifs fiscaux dont je pouvais bénéficier, mais en aucun cas, je ne me suis renseigné pour des travaux de rénovation énergétique. On dit, bah oui, mais attention, finalement, l'opérateur sur lequel vous vous êtes renseigné, lui, il pratique des travaux de rénovation énergétique et c'est dans ce cadre-là. Donc c'est pour ça qu'il y ait une clarification des règles, c'est indispensable. Mais on parle de rénovation énergétique, on a eu l'interdiction sectorielle dans le domaine de la formation. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est aussi en train de multiplier à l'envi les interdictions sectorielles, ce qui complexifie la donne. Et là-dessus, je dirais que, pour une fois, entreprises et consommateurs aimeraient une véritable clarification et simplification, je le redis. Sur la pratique du consentement à être rappelé, c'est la question que je voulais poser à Philippe, justement. Parce que finalement, la DGCCRF, dans une foire aux questions, une réponse foire aux questions, a indiqué cette licéité. Mais alors, résultat, en fait, les entreprises se sont un petit peu engouffrées. Et là aussi, il peut y avoir des abus dans cette question du consentement à être rappelé. Alors, il y a eu effectivement des décisions, clairement, on a pris acte. J'ajouterais quand même que, et là je fais un point de doctrine administrative, si je puis dire, on n'est pas prêt à accepter n'importe quel consentement, délivré dans n'importe quelle condition, et c'est pas pour n'importe quoi. Donc de toute façon, nous, on acte effectivement le principe du consentement à être appelé, mais à condition que ce soit fait dans des conditions loyales, transparentes, claires, et que le consommateur sache exactement quelle est la portée de son consentement, vis-à-vis de quel opérateur, pour quel type de prestation. Donc on n'est pas prêt non plus à tout accepter. En tout cas, tant qu'on ne sera pas déjugé, on restera sur une ligne assez stricte. Ça, c'est le premier point, juste pour préciser ce point-là. Après, sur la problématique plus générale du démarchage téléphonique par rapport à ce que disait Cédric. Clairement, c'est vrai que le gouvernement, les pouvoirs publics n'ont pas choisi à ce stade, à ce jour, d'aller vers de l'opt-in. Donc on reste sur un dispositif d'opt-out, alors qu'on peut appeler renforcé, si je puis dire, depuis la mise en place du dispositif Blocktel. Et ça s'est accompagné au fil du temps par un renforcement, effectivement, des règles, toujours dans cette logique-là, certes,
de protection des consommateurs, notamment avec la loi Négelen, un renforcement des sanctions quand même assez significatif. Et puis dans la mise en œuvre de ces sanctions, de notre point de vue, enfin de notre côté, si je puis dire, puisqu'on est dans la sanction administrative, taper fort, et ça on le revendique, et faire une politique de ce qu'on appelle name and shame, c'est-à-dire ne pas hésiter à publier les sanctions qu'on inflige. Et on ne s'en prive pas. Bon. Maintenant, force est de constater que malheureusement, les pratiques, un certain nombre d'entre elles en tout cas, perdurent, et ça on est les premiers à le reconnaître. Hein. Il suffit de constater ce qui se passe, les signalements qu'on a sur Signal Conso, le nombre de plaintes dont nous sommes saisis, et puis à travers les enquêtes que l'on mène, parce que le démarchage téléphonique, en tout cas s'assurer du respect autant que faire se peut de ces règles, ça reste une priorité d'action de la DGCCRF. Et c'est pour ça qu'en 2024, on va reconduire la grande enquête nationale que l'on mène maintenant depuis quelques années pour faire en sorte que ces pratiques, en tout cas, faire en sorte que ces pratiques soient sanctionnées, ces pratiques illicites bien sûr, lorsqu'elles sont constatées, et tenter de faire en sorte que petit à petit, on arrive à dissuader bien évidemment ceux qui s'y livrent. Sur la problématique de la rénovation énergétique stricto sensu, c'est vrai qu'on est allé jusqu'à une interdiction sectorielle. Pourquoi ? Alors, on est bien conscient que ça complique, ça complexifie énormément les règles pour les acteurs vertueux, ça c'est clair. Et c'est vrai qu'on a un empilement, si je puis dire, de normes dont on peut comprendre que certains se plaignent dès lors qu'ils veulent travailler correctement. Et ça peut être même effectivement aller à l'encontre des intérêts des consommateurs. Le souci, c'est que qu'est-ce qui se passe en matière de démarchage téléphonique ? Enfin, ça a été dit, c'est que c'est le point de départ de toute une série de pratiques, toutes plus abusives, douteuses, illicites les unes que les autres. Et malheureusement, si on est arrivé à interdire le démarchage téléphonique, c'est pour tenter de mettre à coup d'arrêt, si je puis dire, et d'éviter qu'on rentre justement dans ce cycle de pratiques toutes illégales. Avec de surcroît en plus un secteur qui bénéficie d'être public, ce qui chiffre quand même à plusieurs milliards d'euros, et qui malheureusement est détourné et profite à des aigres fins. On en est là quand même, il faut bien le dire. Et c'est pas pour autant que moi je ne jette pas l'opprobre sur tout le secteur, il y a certainement des opérateurs vertueux si vous voulez, mais force est de constater que nous ce qu'on constate c'est malheureusement le mauvais côté des choses et quand même des pratiques qui sont totalement inacceptables. Oui, je comprends. Alors après c'est vrai que ça pose la question de savoir est-ce qu'on n'aurait pas refondre tout ça, clarifier tout ça, sûrement peut-être que c'est pas la solution d'un empilement si je puis dire des normes n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Bon. Donc moi je ne peux pas prendre d'engagement si vous voulez sur ce sujet-là. Peut-être qu'à un moment ça se posera effectivement parce que on voit bien quand même que on n'arrive pas à quelque chose de satisfaisant. Il y a une option qui pourrait là aussi peut-être produire des résultats. C'est alors là je ne parle pas au nom de la CCRF et je ne veux surtout pas m'engager pour mes collègues de l'ARCEP, mais c'est peut-être aussi une plus grande responsabilité des opérateurs téléphoniques. Il y a un nouveau plan de numérotation qui a été mis en place. Il y a un dispositif d'authentification. Bon, tout ça, ça monte en charge, si je puis dire. Est-ce qu'on arrivera peut-être par ce biais-là à limiter, ou en tout cas faire en sorte d'éviter les pratiques les plus frauduleuses ? Peut-être. Mais enfin voilà, il y a plusieurs pistes. Alors peut-être qu'il faut passer par une refonte de tout ça. Peut-être. Il y a quand même cette voie de la responsabilité des opérateurs téléphoniques qui peut-être, à mon avis, peut encore... Voilà. peut peut-être améliorer la situation. Alors, je propose de passer... Carole, est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie ? Merci beaucoup. J'ai une assistante de haute volée, parce que je suis beaucoup moins organisée. Alors, je vous propose de passer à la sollicitation par voie électronique. Et puis, on prendra à la fin de la table ronde les questions sur toute la prospection. Ça va être plus simple plutôt que de se couper. Alors, avant d'aborder les propositions, ce que je souhaiterais quand même rappeler, c'est que ici, avec le mode de sollicitation électronique, la problématique du consommateur est un petit peu différente. Pourquoi ? Parce qu'il peut ne pas avoir conscience qu'il est sollicité, contrairement au cas où il reçoit un coup de téléphone ou que quelqu'un sonne à sa porte. Et donc ici, la police de la sollicitation passe par une obligation de transparence qui incombe aux professionnels et une obligation qui n'est pas nouvelle puisqu'elle remonte à la directive sur le commerce électronique qui prévoit que les communications commerciales doivent être clairement identifiées comme telles
Et cette obligation de transparence de la communication commerciale est susceptible d'être sanctionnée sur le terrain des pratiques commerciales trompeuses. Alors, on a constaté que finalement, ces règles qui concourent à la transparence de la publicité sont tout à fait applicables aux nouveaux modes de sollicitation, quand bien même ce n'est pas forcément de la publicité, mais on peut considérer par exemple que le live shopping doit aussi clairement montrer qu'il s'agit d'une sollicitation du consommateur. Alors, il y a une nouveauté, c'est que s'agissant de l'influence commerciale, donc la question des influenceurs, ici, le législateur finalement a choisi d'aller un petit peu plus loin et à encadrer l'influence commerciale, à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est la loi du 9 juin 2023. Et notamment à poser une définition que vous connaissez peut-être, qui est le fait pour les personnes physiques ou morales de mobiliser à titre onéreux leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer par voie électronique des contenus qui visent à faire la promotion directement ou indirectement de biens, de services ou d'une cause quelconque. Alors, cette loi du 9 juin 2023 est accompagnée d'un guide des influenceurs. Elle contraint d'utiliser la mention publicité ou collaboration commerciale tout au long de la promotion. Sinon, le délit de pratique trompeuse est susceptible d'être encouru. Alors, vous savez que les dispositions de la loi, la conformité des dispositions de la loi au droit de l'Union européenne est contestée, et le gouvernement a été habilité le 15 novembre dernier à réformer par ordonnance cette loi. Là, on a la chance que l'autorité de régulation de la publicité des professionnels a eu un rôle. Et donc, je me tourne vers Magali Jalad pour que vous nous expliquiez justement la participation, le rôle de l'ARPE dans l'appréhension de l'influence commerciale. Avant d'ailleurs, avant même la législation. Oui, tout à fait. Merci Natacha. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'ARPE, donc plutôt le dispositif de régulation professionnelle de la publicité, concerté avec la société civile, qui a été mise en place par l'ARPE. Le principe, c'est de mettre en place des règles qui sont écrites par les professionnels, donc réunis au sein de l'ARPE, mais toujours en co-construction avec la société civile, donc avec les représentants des associations de consommateurs pour le sujet qui nous intéresse, dans le cadre d'une instance associée, et de mettre en place justement des règles qui ensuite vont être diffusées très largement et suivies par la RPP directement. Alors sur l'influence commerciale, en tout cas sur le marketing d'influence, comme on le nommait avant la loi, au sein de l'ARPE a été élaboré des règles, donc en 2017, déjà sur la transparence, la clarté, la loyauté, justement des règles vraiment essentielles, mais qui venaient compléter bien sûr le droit dur, puisque les règles de l'interprofession, ce sont des règles dites de droit souple, puisque le Code de la consommation prévoit bien la transparence de la collaboration commerciale entre un influenceur, un créateur de contenu, et lorsqu'il y a une collaboration commerciale entre un créateur de contenu et une marque. Donc c'était vraiment accompagner justement ce droit dur en fixant des règles et des modalités de présentation pour dévoiler cette collaboration commerciale. Donc c'est des modalités assez simples et d'ailleurs qui rejoignent aussi les orientations de la Commission européenne. Donc c'est de dévoiler de manière instantanée, donc pas noyé dans nombre de hashtags sur un post, mais bien en début, également en début de vidéo. Et puis de manière explicite, c'est-à-dire par exemple on n'utilise pas le terme ad parce que quand on s'adresse à un public français, ad c'est de l'anglais et c'est absolument pas explicite. Donc ça c'est au niveau des modalités pour dévoiler la collaboration commerciale, mais aussi
On a mis en place dans ces règles donc, de 2017 alors une définition, mais aujourd'hui il y a la loi qui définit autrement, mais justement les moyens de pouvoir qualifier le contenu comme relevant d'une collaboration commerciale, avec justement ces notions d'engagement réciproque, de contrepartie et de demande de la part de la marque par rapport au créateur de contenu et au fait qu'il va créer du contenu à la demande de la marque. Ce qui avait quand même pour avantage aussi de pouvoir objectiver vraiment cette notion de créer du contenu pour une marque et à sa demande, et qui permettait aussi de se dire qu'on faisait bien la distinction entre du contenu purement éditorial et du contenu qui relevait d'une collaboration commerciale. Ça avait aussi l'avantage de clarifier des situations où, par exemple, une personne irait faire ses courses dans un magasin X ou Y, elle se filme, donc c'est un créateur de contenu, ensuite elle poste sur les réseaux sociaux, mais la marque ne lui a jamais rien demandé et n'est pas du tout au courant que sa marque donc, va être citée par le créateur de contenu. Voilà, donc ça c'est au niveau des règles. Mais bien sûr, quand on élabore des règles au sein de l'ARP, on les diffuse, parce que garder des règles, évidemment, pour avoir des règles, ça n'a aucun sens. Donc généralement, et c'est ce qu'on a fait pour ces règles-là, on a fait une infographie animée à destination des acteurs du numérique, et également des formations dans le cadre des ateliers. Et puis on fait le suivi de l'application de ces règles, et dans le cadre de ce suivi, on a lancé en 2019 l'Observatoire de l'influence responsable. Dans le cadre de cet observatoire qui nous permettait de voir si les règles étaient bien appliquées, de voir quelles étaient vraiment les pratiques. Donc à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, on a pu remonter 30 000 contenus. C'est un observatoire que l'on fait annuellement. Et quand on a eu les résultats de l'observatoire au bout de la 2e année, on s'est rendu compte que finalement, les formations que l'on délivrait, c'était bien, mais c'était certainement pas suffisant. En tout cas, il fallait vraiment former, les acteurs concernés, les créateurs de contenu, parce qu'ils ne connaissaient pas les règles. Donc c'est là où l'interprofession a décidé et a demandé à l'ARP de créer le certificat de l'influenceur responsable de l'ARP, à destination exclusivement des créateurs de contenu qui sont sensibilisés dans le cadre, c'est une formation, donc dans le cadre de cette formation, ils sont sensibilisés à toutes les règles qui sont applicables, qui leur sont applicables, lorsqu'ils ont une collaboration commerciale. Donc ça passe bien sûr par toutes les règles du code de l'ARP, dont la règle sur marketing d'influence et influence commerciale, mais toutes les règles du code de l'ARP, donc il y en a 31, et puis bien sûr toutes les règles de droit dur qui sont applicables au marketing d'influence. Et une fois, donc là on n'est plus dans un observatoire annuel, mais bien dans un suivi continuel. Une fois que le créateur de contenu a obtenu son certificat, eh bien on le suit de manière continuelle, c'est-à-dire chaque 2 jours. Et s'il ne respecte pas les règles, eh bien évidemment, on peut lui suspendre le certificat, voire le retirer, voire aller également aussi devant le jury de déontologie publicitaire, qui est une instance associée au dispositif que l'on a mis en place et qui est composé de personnalités indépendantes de la profession et présidée, vice-présidée par des magistrats, et qui traite de toutes les plaintes qui lui sont adressées au regard du code de l'ARP, donc des règles déontologiques. Et bien sûr, l'ARP a aussi le droit de saisir le jury de déontologie publicitaire au regard justement d'un manquement de la part des influenceurs. Donc voilà en fait l'accompagnement par rapport. Et si on a évidemment été conviés à travailler aussi sur le sujet à Bercy, c'est justement par rapport à tous ces outils qui avaient été mis en place et cette expertise que l'on avait sur l'encadrement déontologique des créateurs de contenu et des influenceurs. Alors, justement, de façon générale, la réglementation de la prospection numérique est moins contraignante et plus lisible pour les professionnels que celle régissant les autres modes de sollicitation, puisque
En gros, elle si je puis dire, elle se concentre essentiellement, qu'il s'agisse de notifications push, de courrier électronique, de SMS, MMS, c'est appréhendé de la même façon, c'est-à-dire le consommateur est prospecté, peut être prospecté s'il a manifesté son consentement préalable, le fameux opt-in dont on a déjà parlé tout à l'heure. En revanche, donc, on a une proposition qui est assez simple, qui est de maintenir le dispositif de l'opt-in. Ça, c'est bien. Mais en revanche, il a été constaté qu'il était parfois difficile pour le consommateur de se désabonner, à raison de succession d'étapes, de dark patterns, qui entravent le processus. Donc là aussi, on a proposé qu'il y ait une symétrie entre le parcours du désabonnement et pour que ce soit simplifié pour le consommateur. Alors, je me tourne vers Cédric Musso, justement, parce qu'on parle du consommateur. Quelle proposition on pourrait faire pour simplifier ce désabonnement ? Alors, une proposition concrète, parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur les propositions concrètes. Donc, non, alors, à oui. titre d'exemple, selon nous, il serait à minima indispensable que la case et le bouton pour se désinscrire figurent sur la même page où il vous est demandé de vous inscrire. La symétrie. Une symétrie parfaite. Pour avoir un exemple parfait, je vous invite à aller sur quechoisir.org, vous cliquez sur Newsletter et vous verrez à quel point il est possible d'assurer cette symétrie. Ah, mais moi, je ne veux pas me désabonner de la newsletter. Très bien. Est-ce que vous avez des propositions de bonnes pratiques, Florence ? Alors moi, j'avoue, je n'étais pas allée aussi loin, parce que je trouve ça un peu surprenant de le mettre sur la même... Enfin, le client qui veut s'abonner, en fait, il ne veut pas se désabonner, et d'aller sur la même page de l'abonnement pour se désabonner. Bon, c'est pas forcément... Mais alors, je vais rebondir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit une symétrie totale, et ben, là où vous déposez votre adresse courriel pour vous inscrire, vous voyez immédiatement que vous aurez accès à ce lien. Et je rappelle quand même que grâce à la législation européenne, de toute façon, normalement, dans l'ensemble des courriels que vous recevez, vous avez dans le footer la possibilité de vous désinscrire. Donc c'est juste... Alors, voilà. Et alors, merci pour la transition, parce que justement... pour moi, la symétrie, effectivement, je la vois comme la même facilité à se désinscrire ou à se désabonner que de s'inscrire. Et donc, effectivement, la première étape, c'est un lien de désabonnement qui est visible. Et effectivement, grâce à la normalisation des emails et des SMS, aujourd'hui, dans tous les emails, dans les footers, il y a le lien de désabonnement qui est mentionné. Dans les SMS, il y a le stop avec le numéro de téléphone auquel on doit renvoyer son stop. Donc, c'est assez... Enfin voilà, ça c'est la première étape au moins de la visibilité de ce lien. Après, il y a un deuxième sujet qui est la lisibilité, comprendre en fait ce qui va se passer derrière. J'avoue, à titre personnel, j'ai fait quelques expériences assez surprenantes où, pour moi, par symétrie, en fait, il faut qu'il y ait ce lien de désabonnement ou ce stop et qu'ensuite il n'y ait qu'une seule ou deux étapes maximales avec un langage clair où on comprend bien que en cliquant sur le bouton, on se désabonne, on exprime le choix, on valide le choix et point. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est de la bonne pratique et ça évite de multiplier. Alors, on évite les messages avec double négation où on appuie sur oui, mais en fait, il fallait appuyer sur non. Hein, enfin, j'en ai vu. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment cet accès, en fait, l'accès, la lisibilité et un nombre de clics raisonnable, donc 1 ou 2 max, pour parvenir effectivement à cet équilibre. 2, c'est déjà pas symétrique. Oui, non, c'est ça. Pour oui, moi, c'est si, parce que, oui, 2, il y a le désabonnement, mais bon, après, voilà, c'est il clique pour s'abonner, il remplit ses coordonnées, il valide, ça fait 2. D'accord, double clic en fait. Oui, voilà. Frédéric, un petit mot ? Non, simplement sur la symétrie parfaite, j'entends parfaitement la position de Cédric Musso, elle est cohérente. Je mets un bémol commercial obligatoirement. J'ai moi-même dirigé des entreprises. Vous n'avez pas envie de mettre à côté de votre volonté d'engagement et du lien de confiance que vous créez avec le consommateur, tout de suite la possibilité de mettre fin à cet engagement. Alors quand on est sur
sur de la newsletter, de plus en plus de sites quand même, en footer même du site, permettent d'accéder à son compte et de se désabonner, de supprimer son compte. Et c'est là-dessus que moi j'insisterai, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que partout dans le site, on ait la possibilité d'avoir accès à ces données et donc de demander la suppression ou même de supprimer directement ces données et donc son inscription par exemple à une newsletter. La symétrie exacte, c'est-à-dire le lien d'inscription avec des inscriptions juste en dessous, il y a quand même cette notion d'engagement. Il faut savoir aussi que si on allait au bout de la symétrie, ça veut dire que quand on reçoit la newsletter, on n'a que la possibilité de se désinscrire. En fait, on n'a pas la possibilité de se réinscrire. Donc, à partir du moment où on s'est inscrit une fois, on reçoit la newsletter, on peut se désinscrire. Pour moi, c'est pas une symétrie d'affichage, mais c'est une symétrie de réception, d'inscription et de réception. Donc, je trouve cohérent de ne pas proposer un bouton de désinscription sur la home page au même endroit que l'inscription. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès qu'on reçoit la première newsletter, on a légalement la possibilité de se désinscrire. Voilà, c'est un peu la limite. Marie-Paule Benassi, dans le cadre des réflexions de la Commission européenne, notamment vous parliez ce matin d'un travail sur toute la digitalisation. Est-ce que c'est une question qui peut être abordée dans le cadre des dark patterns aussi, cette question du désabonnement ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on est en train d'y travailler. Mais en fait, en réalité, pas seulement pour les newsletters, pour tout abonnement. Oui. Le fait que de plus en plus, quand vous allez sur un site web, vous allez être sollicité pour donner votre email. Il continue à y avoir malheureusement des abonnements à des newsletters qui sont pré-enregistrés. Ça, c'est pas légal. Et il y a toute la problématique des abonnements cachés. Qui sont obtenus par des dark patterns. Donc ça va être un thème très important dans notre évaluation de la loyauté des transactions numériques. Philippe, je rebondis sur les propos de Marie-Paule sur les dark patterns. Effectivement, on a quand même là pour le coup d'abord la possibilité d'appréhender cette pratique sous l'angle des pratiques commerciales trompeuses. Ça, c'est clair, notamment par omission. Mais pas seulement. Et puis, il y a quand même alors, un apport particulièrement positif du DSA, même si nous, on regrette que, je crois que Marie-Paule partage mon point de vue, on n'a pas suffisamment appréhendé lors des travaux qui ont eu cours en vue de l'adoption du DSA, la dimension consumériste. Elle l'est, mais à notre avis, elle l'est de manière insuffisante. Disons, alors, je sais que le DSA, ce n'est pas un texte consumériste, ça va bien au-delà de ça. Mais bon, voilà, on a réussi à faire en sorte de développer un petit peu le volet consommateur, si je puis dire, mais pas suffisamment à notre goût. Enfin bon, c'est toujours un début. Mais au moins un aspect sur lequel le DSA est intéressant, c'est justement l'aspect des dark patterns. Parce qu'il faut bien voir que, alors bien sûr, il y a toujours cette possibilité de rebondir sur le dispositif pratique commerciale déloyale, notamment trompeuse. Mais moi, je pense qu'il y a quand même certaines dark patterns pour lesquelles on aura du mal à les qualifier même de pratiques commerciales. Même si la notion est relativement large. La directive de 2005 donne une définition large des pratiques commerciales. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même un risque de voir certaines pratiques ne pas pouvoir être appréhendées sous cet angle-là. Et le fait que l'article 25 du DSA interdise les dark patterns sans en faire forcément une pratique commerciale, enfin en tout cas sans en passer par la qualification de pratique commerciale, c'est quelque chose d'assez intéressant et en tout cas qui constitue un filet de sécurité justement pour appréhender des pratiques qui ne pourraient pas être qualifiées de pratiques commerciales. Juste sur ce point, sur le DSA, notre rôle, s'agissant de la DGCCRF, il est exclusivement réservé à la mise en œuvre des obligations qui s'imposent aux marketplaces, c'est-à-dire les places de marché qui permettent en tout cas la conclusion de contrats entre professionnels et consommateurs. On peut d'ailleurs regretter qu'on ne soit pas allé au-delà et qu'on vise aussi les plateformes collaboratives. Ça, on l'a demandé, malheureusement. Voilà. Bon, on n'a pas eu gain de cause. C'est peut-être une évolution, justement, à voir pour l'avenir. Mais en tout cas, nous, notre travail, ça va être ça, sur les marketplaces, et y compris dans cette dimension dark pattern, c'est-à-dire non seulement les obligations spécifiques qui s'imposent aux plateformes numériques permettant la conclusion de contrats entre professionnels et consommateurs, donc il y a
il y a trois articles qui sont spécifiques à ces marketplaces, s'agissant en tout cas des obligations des fournisseurs de plateformes. Et il y a cet article 25 qui s'applique à tous les opérateurs de plateformes, y compris bien sûr aux marketplaces. Alors, oui, peut-être juste une dernière précision peut-être sur l'histoire des désabonnements. Enfin, alors, sans en faire comment dire, c'est pas forcément ça qui est qui a été dans le viseur de législateur, mais il y a quand même un dispositif qui concourt à cela, qui est quand même le concours de la résiliation par voie électronique, oui, avec la loi MUPA. Les 3 clics. Voilà. Alors, c'est pas effectivement, on ne cible pas spécifiquement oui, les abonnements, mais oui, on s'engage quand même dans une voie où on facilite oui, la résiliation des contrats. Oui. Et pas seulement des contrats d'ailleurs qui sont conclus par voie électronique. Hein. Non, il s'agira, voilà, oui, exactement. Même s'ils ont été conclus dans un commerce, s'il y avait la possibilité de conclure par voie électronique. Donc alors, on n'est pas là, dans on est à 3 clics. On n'est pas dans une symétrie parfaite, effectivement. On est à 3 clics. Mais c'est pas énorme. Voire même 4. Mais voilà, on s'engage dans une voie où on doit permettre, on facilite en quelque sorte la résiliation par le consommateur la résiliation de contrat, et surtout éviter qu'il n'en passe par un formalisme extrêmement lourd qui finalement le rend captif de l'opérateur. Et là, j'allais dire, oui, c'est tout à fait exact. Après, pour ne pas décevoir le public, ce n'est pas traité dans le rapport parce que ici, on est déjà au stade contractuel. Enfin, on se désabonne d'un contrat, pas simplement d'une sollicitation. Alors, on va rester sur la prospection par voie électronique. Et donc, nous arrivons au fait, on revient là, sur la question du démarchage bancaire et financier. Ici, le régime protecteur est subordonné à la condition que la prise de contact par le professionnel n'ait pas été sollicitée par le consommateur. Et en pratique, cette condition est souvent biaisée par les professionnels qui, techniquement, s'arrangent pour que finalement le consommateur soit à l'initiative de la prise de contact. C'est pour cela que la Chaire a proposé de supprimer dans le Code monétaire et financier la prise de contact non sollicitée au titre de la définition du démarchage bancaire et financier à distance. L'acte de démarchage doit être caractérisé, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche. Donc je me tourne vers Marielle Cohen-Branche qui nous a alerté sur cette question de la reverse solicitation. Voilà. Marielle. La sollicitation inversée, c'est le piège. Alors, quand vous l'écrivez en anglais, n'oubliez pas d'enlever un L. Sollicitation, c'est avec 2 L en français et un L en anglais. J'espère qu'on n'a pas fait la faute dans le rapport. Non. Donc, je m'en suis aperçue d'abord avec le Brexit et ensuite avec les cryptoactifs. Je l'ai découvert. Alors, ça part a priori du bon sens. Si on commence par essayer de comprendre la notion, c'est-à-dire que si vous vous promenez et que vous allez dans un pays étranger, ben vous vous soumettez à sa loi. Voilà. Donc jusque-là, on se dit, oui, c'est du bon sens. Si, à l'inverse, et là, encore dans la loi, on a bien la distinction, quelle que soit la personne à l'origine du contact, si un professionnel vient chez vous, effectivement, au domicile, on dit, quelle que soit la personne qui soit à l'origine de la démarche. Et puis, tout se dilue dès lors qu'on passe, effectivement, en voie dématérialisée. Et effectivement, à ce moment-là, il va suffire d'une clause pour renverser la sollicitation. Et on va s'apercevoir que... pourquoi ? Parce que moi, j'ai fait déjà le test. Si vous dites à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire commercialiser un produit ? Il vous dit le vendre. Pas en droit financier. En droit financier, c'est si vous l'avez sollicité activement. Et voilà pour tous les juristes immédiatement la contrario. Donc si c'est le consommateur qui m'a sollicité, c'est-à-dire qui est rentré dans mon magasin, c'est-à-dire qui est rentré dans ma plateforme, qui a pris l'initiative exclusive de rentrer chez moi, alors je ne suis pas tenue à la réglementation. Et voilà le problème. Et donc, ça s'est passé. La première fois que je m'en suis aperçue, c'était au moment du Brexit. Et donc là, l'ESMAN, le réviseur européen, s'en est aperçu même très vite.
toutes les plateformes anglaises étaient bien contentes de ne plus être soumises à la législation de l'Union européenne, mais voulaient conserver des consommateurs français. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait mettre? Elle a fait mettre une clause type dans les contrats, où le client disait je reconnais que j'ai pris l'initiative de venir pour souscrire le produit. Et puis c'était terminé. Alors là, ça a été bien parce que l'ESMA a fait une FAQ en disant clause abusive. Donc ça ne peut pas être comme ça. Et alors, il s'est passé quoi ensuite? Et c'est là où moi je l'ai vécu avec les médiations. C'était avec des conseillers en investissement financier. On a vu tout à l'heure qu'ils sont soumis à une stricte réglementation, c'est très bien. Ils n'ont pas le droit de commercialiser des produits financiers complexes, interdits à la commercialisation en France. Il se trouve que certains sont à ce moment-là autorisés en Luxembourg et en Allemagne, par exemple. Ce sont des exemples vécus. Eh bien, à ce moment-là, si le CIF a fait souscrire sur un petit bout de papier à son client qu'il a conseillé et lui dit « Mais vous reconnaissez bien sûr que vous êtes venu me demander la souscription ?» « Oui, 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 dit-il, effectivement, parce que lui demandait, il s'était interrogé, mais il n'avait pas demandé juste celui-là. » Eh bien, à ce moment-là, c'est fini. Et donc, tout ce qui fait que je l'ai revu ensuite dans un deuxième temps avec les PSAN, puisque avec les PSAN, le cryptoactif, tant que vous n'êtes pas agréé, et donc il y en a 0 aujourd'hui en France vis-à-vis des particuliers, ils ne sont que autorisés, ce qui veut dire qu'ils ne sont soumis qu'à la réglementation anti-blanchiment qui n'a rien à voir et qui ne protège pas le consommateur, qui vise à veiller à la bonne régulation, mais c'est tout. Eh bien, on a eu ça avec des très grands qui ont maintenant quelques ennuis aux États-Unis, mais qui n'étaient donc même pas autorisés. Donc, en principe, seuls les agréés pouvaient démarcher. Et donc, quand on a eu des clients qui se sont plaints, le grand professionnel nous a dit moi, attendez, c'est pas parce que mon site est en français, parce que ça vise aussi bien les Suisses, les Belges. Non, parce que finalement, vous vous apercevez que pour ceux qui sont installés à l'étranger, parce que ça se double après avec justement le problème des contrats transfrontières, ils ne sont pas installés en France, donc ils sont simplement venus vendre leurs produits en France, commercialiser. Maintenant, justement, ils ne les ont que vendus, ils ne les ont pas commercialisés. Eh bien, à ce moment-là, il va falloir déterminer des indices, tous les indices qui font que vous allez pouvoir déterminer qu'il a orienté, dirigé son activité vers le public français. Alors s'il a une adresse FR, s'il a ceci, ça va. S'il a fait une publicité, ça va, on peut effectivement l'attirer en disant non, là, vous avez commercialisé et vous avez démarché et vous n'aviez pas le droit. Mais vous voyez que c'est tout de même une course d'obstacles. Voilà. Alors, sur ces produits financiers dangereux, l'ARPP a publié des récentes recommandations sur les publicités sur les produits financiers dangereux. Quels sont les aspects de ces recommandations qui sont de nature à renforcer la protection des consommateurs sollicités? Magali Jalad. Alors oui, effectivement, il y a eu les 3 recommandations existantes donc, depuis un certain temps qui ont fait l'objet d'une mise à jour. Donc, c'est la recommandation sur les services d'investissement et les placements, celle sur les placements atypiques, donc les biens divers, également celle qui concerne les produits à effet de levier, donc permettant de s'exposer sur le forex, matières premières. Et puis une dernière recommandation qui a été élaborée sur les cryptoactifs, donc Marielle vient d'en parler, mais et dans cette recommandation, peut-être plus particulièrement, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, il y a l'application de toutes les règles qui sont contenues, qui sont des règles à la fois d'identification, de ne pas avoir une caution du régulateur, donc de l'AMF pour ces produits en particulier, mais pour l'autre recommandation, c'est la CPR. Et puis, bien sûr, des règles de responsabilité sociale et aussi une règle majeure qui concerne la présentation des rendements et des promesses par rapport aux risques inhérents aux produits. Donc pour les actifs numériques, bien sûr, et c'est la seule fois dans l'autorégulation où on impose une mention sur les risques dans les recommandations. Donc c'est dans ces recommandations sur les produits financiers.
C'est une mention qui va mettre en avant les risques de perte et pour les cryptoactifs, des risques de perte, mais également les risques cyber et les risques de volatilité des cours. Il a une présentation de cette mention d'avertissement sur les risques qui est telle qu'elle ne doit pas être accolée à l'ensemble des mentions, ne pas être noyée avec d'autres informations, avoir un caractère audible si on est évidemment sur le fait de le dire à l'oral. Et ce sont des recommandations qui ont été revues et qui ont été, pour celles-ci, créées avec l'autorité des marchés financiers, puisqu'on a une convention de partenariat. Et pour la protection du consommateur, on a aussi toute une partie, j'en parlais, sur la responsabilité sociale, alors au-delà de la protection des mineurs. Et ça, c'est que dans le cadre de l'autorégulation qu'on le retrouve, c'est-à-dire ne pas représenter de personnes en situation de richesse ou de présenter des allégations qui pourraient laisser croire qu'en utilisant ce type de produit, alors là je suis sur les cryptoactifs, mais ça vaut bien sûr pour le Forex et pour les autres produits, ne pas laisser penser qu'on peut gagner sa vie aussi avec ce type. Donc là on est vraiment sur des notions de responsabilité sociale. Il faut qu'on... Un minimum, tout petit peu. Mini. Si vous cherchez une jurisprudence sur la sollicitation inversée... Elle est dans le rapport. C'est une commission des sanctions qui l'a prononcée le 21 avril 21. Elle y est. Je ne peux pas vous dire la page exacte. Carole, la page. Mais c'est dans le rapport, bien sûr. Et puis, il y a aussi la mention du blog du médiateur. Je veux bien ajouter un point. Oui. Et il est vrai qu'en discutant avec l'autorité des marchés financiers, plus particulièrement dans le cadre de cette recommandation, mais aussi on l'a intégré dans celle sur le Forex, la publicité qui oriente vers les formulaires de contact est visée par la recommandation. Je le dis parce qu'on avait déjà visé toutes les publicités qui proposaient des formations, donc, parce que c'était un moyen de faire rentrer le consommateur via les formations. Mais là, on a visé vraiment les formulaires de contact ou les applications ou encore les outils qui permettent justement cette mise en relation. Donc, toutes les règles de ces recommandations s'appliquent aussi via le formulaire de contact, puisque c'est une entrée pour les consommateurs. Et puis, bien sûr, on encourage, alors pas que les consommateurs, puisque c'est aussi les professionnels qui vont diffuser les communications, à consulter toutes les listes noires de l'AMF et de la CPR selon les produits, et les listes blanches, puisqu'il y a quand même des listes blanches pour les placements atypiques et également pour les cryptoactifs. Merci beaucoup. Alors, dernier point. Alors, il nous reste 5 minutes pour voir 4 propositions, donc c'est sportif. Même 5, je crois. Bon. Mais je peux parler très vite. La question de la sollicitation à domicile. Donc, ça fait partie des sollicitations qui peuvent présenter un caractère agressif et pour lesquelles le législateur a choisi d'améliorer l'information du consommateur pour qu'il puisse donner son accord en toute liberté, cette fameuse obligation d'information précontractuelle. Donc là, il y a une unanimité tout de même sur le fait qu'il est difficile de faire respecter l'ensemble des informations précontractuelles pour les contrats hors établissement. Donc, la proposition, c'est d'alerter les pouvoirs publics européens sur cette difficulté. Alors, je vais commencer peut-être par Cédric, pour que vous nous disiez pourquoi vous aussi, vous avez considéré que finalement, c'était un peu lourd, cette information précontractuelle pour le consommateur. On en revient à la thématique de la simplification. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir un consentement libre et éclairé. Et pour que le consentement soit éclairé, il faut que l'information elle soit pertinente et lisible. Et si vous avez toute une série d'informations qui noient le consommateur, l'objectif, il n'est pas atteint. Et c'est la raison pour laquelle, dans nombre de secteurs, on est passé aux fiches d'information standardisées ou autres pour améliorer une information pertinente pour le consommateur. Et c'est la raison pour laquelle, dans une démarche constructive, décidément, on se répète, l'UFC Que Choisir a rejoint cette proposition. Alors, effectivement, on reviendra sur cette question des informations pertinentes, mais il y a des secteurs, et notamment je pense à votre secteur, Florence, où la question se pose avec une acuité renforcée.
Oui, c'est-à-dire que nous, dans le secteur de l'énergie, alors pas que dans le démarchage, mais le secteur de l'énergie globalement, et donc pour tout canal de vente, nous avons 17 mentions obligatoires d'informations précontractuelles et 22 mentions contractuelles. Et effectivement, on a vu un peu une surenchère pour simplifier le discours et la compréhension du client. Au lieu de simplifier cette liste d'informations précontractuelles, on a l'obligation d'avoir des fiches d'offres, donc, qui reprennent des mentions considérées comme indispensables et qu'on a travaillé avec le médiateur national de l'énergie, sous l'égide de la DGCRF d'ailleurs à l'époque. Et puis on a aussi maintenant depuis le 1er juillet une fiche devant mentionner les éléments essentiels du contrat. Donc là, c'est quand même, voilà, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on préférerait plutôt simplifier la liste des informations précontractuelles que de faire, que de multiplier les supports en fait de communication vers le client, de multiplier le nombre de pages qu'il va recevoir, hein, parce qu'il va perdre en lisibilité. Et donc, parce que pour nous, la question, c'est vraiment la compréhension du client pour qu'il puisse faire un choix éclairé, qu'il souscrive en connaissance de cause. Et parmi nos 17 mentions, on s'est posé la question de se dire, est-ce que, par exemple, les moyens d'accéder au catalogue des prestations du gestionnaire de réseau, voilà, où, en plus le consommateur ne sait pas trop ce que c'est, est-ce que vraiment ça doit figurer dans les informations précontractuelles? Est-ce que le partage des responsabilités entre le fournisseur et ce fameux gestionnaire de réseau, donc les canalisations, on va dire, enfin les tuyaux qui amènent le gaz, est-ce que ça doit vraiment figurer dans l'information précontractuelle? Moi, j'ai procédé à des écoutes en fait à côté de conseillers, dans ce qu'on appelle la pratique du tabouret. On s'assoit à côté d'un conseiller, on écoute, et même le client au bout du fil en fait n'en peut plus. C'est-à-dire que lui, il dit mais passez, c'est pas grave en fait. C'est pas que c'est pas grave, c'est que ça les c'est pas l'information dont ils ont besoin en fait pour pouvoir souscrire, et du coup c'est trop long et ils en perdent l'information essentielle. Et donc la question pour nous qui se pose, c'est de se dire est-ce que alors c'est pas de supprimer cette liste, mais c'est de faire un équilibre entre les mentions précontractuelles et contractuelles, parce que on pense qu'il y a bien au moins un peu moins d'une dizaine de mentions qui pourraient figurer dans le contractuel, et que le consommateur va retrouver systématiquement dans son contrat, sachant que nous, dans l'énergie, tous les opérateurs en fait, ont leurs informations précontractuelles dans leurs conditions particulières de vente et leur CGV, et donc le client les reçoit avant de signer de toute façon. Donc voilà, donc c'est vraiment cette question d'équilibre avant-après, le précontractuel et le contractuel. Donc après, ce qu'on pense, c'est que c'est quelque chose qui ne peut pas se faire de manière unilatérale. Pour que ce soit vraiment efficace, il faut qu'il y ait vraiment un partage et une vision 360, à la fois de la DGCRF, des associations de consommateurs, des fédérations, des professionnels, et idéalement aussi un panel client, pour qu'ils puissent également nous donner leur avis pour vraiment viser cette information pertinente pour la souscription du contrat. C'est cette question des informations pertinentes, c'est vraiment important. Je me tourne vers Marie-Paule Benassi. Est-ce que dans les autres pays de l'Union européenne, vous avez je dirais des remontées analogues de cette volonté de distinguer entre ce qui est pertinent ou ce qui ne l'est pas, ou bien il n'y a que la France qui se plaigne? Non, bien sûr, il y a la grande thématique de la surcharge d'informations du consommateur. Parce que maintenant, on ajoute, disons, la notion de base, c'est le consommateur doit être bien informé pour prendre sa décision. Et donc, plus on est dans des procédures digitales ou par téléphone, encore pire, ou par visite à domicile, se pose vraiment la question de l'information du consommateur et de la capacité du consommateur d'absorber de l'information. Et il y a aussi une motivation du consommateur de lire tout ça, d'écouter tout ça. Donc, c'est un très grand questionnement qu'on a maintenant, auquel, franchement, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Une des pistes serait de réfléchir à comment l'intelligence artificielle, par exemple, peut aider le consommateur à trouver ce qui est important pour lui. C'est une des pistes éventuelles, mais et l'approche de dire on va prédéfinir à l'avance ce qui est essentiel ne va pas être considéré comme essentiel de la même manière dans tous les différents pays, parce qu'ils ont une culture différente, etc. Donc c'est vraiment un très grand sujet
de réflexion. Et pour l'instant, en tout cas, à mon humble connaissance, on n'a pas encore les résultats. Mais ce qu'on constate, c'est que le Parlement européen rajoute toujours plus d'informations du consommateur, ce qui n'est pas forcément très efficace, Oui. effectivement. Philippe, oui. Je me permets juste rapidement, parce que je sais que le temps est compté. Non, s'agissant des informations précontractuelles et des conditions contractuelles, d'abord, elles peuvent se confondre. Et d'une manière générale, en matière de vente à distance, alors je ne parle pas de dispositifs sectoriels. Je sais qu'effectivement, dans le domaine de l'énergie, par exemple, il y a des exigences particulières. Mais d'une manière générale, le droit commun de la vente à distance, c'est que les informations précontractuelles, en fait, sont reprises en tant que conditions contractuelles. Donc il n'y a pas forcément un formalisme très lourd ou trop lourd pour passer de la phase précontractuelle à la phase contractuelle. Après, c'est vrai que quelque part, oui, effectivement, il y a un adage célèbre, trop d'informations tue l'information. Le souci, c'est de trouver le bon équilibre. Mais c'est vrai que quelque part, il y a des exigences qui, de mon point de vue en tout cas, apparaissent fondamentales. Je pense que, par exemple, il faudra maintenir quand même et s'assurer de l'accès au stade précontractuel de toutes les informations concernant le consommateur et qui ont trait à sa protection et à ses droits. Ça, je pense il faudra toujours, à mon avis, sauvegarder, si vous voulez, ce volet-là d'informations. Après, qu'est-ce qui peut être éventuellement, et ça dépend aussi du support utilisé, de la taille, des caractéristiques du support, mais il y a déjà des tolérances. On a déjà la possibilité de limiter le nombre d'informations précontractuelles eu égard à la nature du support utilisé et de renvoyer éventuellement un certain nombre d'informations à un autre support. Donc il y a déjà comme quelques souplesses. Mais c'est vrai qu'effectivement, le point d'équilibre est difficile à trouver. Moi, je pense qu'il faut sauvegarder tout ce qui concerne vraiment les droits des consommateurs. Après, on peut s'entendre effectivement sur d'autres informations, mais trouver la limite, c'est pas évident parce que, par exemple, je vois bien, aujourd'hui, on demande aux consommateurs, et surtout, il y a une demande des consommateurs d'avoir accès à des informations sur les qualités et les caractéristiques environnementales des produits. Parce que ça va faire partie, et ça fait de plus en plus partie, du choix qu'il va faire à l'égard de tel ou tel produit. Les effets sur l'environnement de l'utilisation de ce produit, son niveau de réparabilité, on le voit bien. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà, il faut quand même que... Et c'est vrai que la solution, il n'y a pas de solution toute faite, si je puis dire, mais il faut bien voir quand même qu'il y a aussi des exigences qui s'imposent aujourd'hui pour faire en sorte que le consommateur fasse des choix éclairés et des exigences nouvelles, ne serait-ce qu'au regard de la nécessité de prendre en considération l'impact sur l'environnement. On n'aura pas beaucoup de temps de discuter parce qu'il ne faut pas qu'on empiète sur la table ronde sur les données personnelles, mais quand même, on voulait vous dire qu'il y a encore, parmi les nombreuses propositions, le souhait finalement d'utiliser l'option qui n'a pas été utilisée dans la directive 2011 pour alléger le formalisme, parce que nous sommes parvenus à un accord là-dessus, alléger le formalisme lorsque le contrat au rétablissement porte sur un montant de moins de 200 €, écarter le formalisme pour les contrats au rétablissement qui n'excèdent pas 50 €. Et enfin, nous sommes arrivés aussi à un accord sur, malgré le différé de paiement, sur pouvoir obtenir un acompte en cas d'exécution immédiate de la prestation. Cédric, un petit mot sur les garde-fous éventuels? Alors, le premier des garde-fous, c'est que ça ne concerne que les contrats à exécution instantanée. Exactement. En aucun cas les abonnements. Voilà. Et je dirais que ça ne vous étonnera pas. On ne peut pas dire que l'UFC Que Choisir est poussé. L'UFC Que Choisir n'a pas émis d'avis défavorable. Frédéric, oui. Oui, moi, évidemment, j'appuie cette décision. Je voudrais juste faire un parallèle pour revenir sur ce qui était dit sur le précontractuel. Il faut aussi savoir que la vente en rétablissement, ce n'est pas uniquement la rénovation énergétique et des contrats sur abonnement. C'est aussi des produits de consommation courante, comme de la cosmétique ou des produits ménagers, qui effectivement sont sur des petits montants. Et de ce point de vue-là, le formalisme est complètement déconnecté de la réalité du quotidien. Et globalement, par rapport à l'information précontractuelle ou contractuelle, moi, ce que je vous invite à tous faire,
c'est de travailler avec un conseiller de vente en direct à domicile, parce qu'au moins vous avez la relation humaine avec la personne qui sera toujours plus pertinente que celle de l'IA, je le crois, en tout cas je l'espère du fond du cœur. Philippe. Disons que, alors, si je reprends un petit peu les différents points, les 3 points qui sont exposés là, nous, classiquement, c'est vrai qu'on ne fait jamais, on n'utilise jamais ces clauses dérogatoires au regard du montant. Ça, c'est vrai, et on le maintient, et je pense qu'on le maintiendra, enfin, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de remise en cause de cette ligne-là, de cette doctrine, tout simplement parce qu'effectivement, de toute façon, ça n'a jamais été le cas. Moi, je vois, par exemple, la législation sur le démarchage à domicile, même à l'époque où, au niveau européen, il y avait cette directive de 85, on n'a jamais utilisé cette clause, et c'est vrai que lorsqu'il s'agit de transposer la directive de 2011, on n'a pas voulu que ça occasionne un recul, quelque part, en termes de protection des consommateurs, en excluant donc des contrats eu égard à leur montant. Donc on est plutôt toujours sur cette ligne-là, à ce stade, enfin, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, et moi je n'ai pas d'informations qui laisseraient penser qu'il en aille différemment dans l'avenir. Sur la levée de l'interdiction de paiement ou d'acompte en cas d'exécution immédiate d'une prestation conclue au domicile d'un consommateur, suite à un contrat conclu au domicile d'un consommateur. Alors, il y a déjà des souplesses qui ont été introduites, et Jacques Cosnefroy s'en rappelle. Pour les ventes du pair, déjà, on a levé l'interdiction de prendre paiement dès lors qu'on est dans le cadre très particulier d'une vente du pair, c'est-à-dire qu'on n'est pas là dans le cadre d'une visite non sollicitée. Ce qui est important. Alors, c'est vrai qu'à ce stade, nous, il n'y a pas de réflexion engagée au niveau national pour aménager cet article. Donc, je ne peux pas vraiment me prononcer sur le sujet. À voir. Enfin, en tout cas, on va expertiser cette proposition, mais il n'y a pas de mouvement, si je puis dire, dans ce sens-là au jour d'aujourd'hui. Peut-être en créer un. Voilà. Natacha, je précise, on n'est pas dans le cadre d'un démarchage non sollicité. Là, non, on est bien d'accord. Non. Les questions, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui, Pierre Vanstadt. Alors, je suis censée... Non, parce que je suis censée... Anna. Il n'y a pas assez de micro, vu là, le table ronde... Merci. Je reviens sur le démarchage téléphonique et le canal porte-à-porte dans la rénovation énergétique. Il me semble qu'à l'origine des règles, et en particulier du durcissement sur le démarchage téléphonique, il y a l'effet pervers des aides que le gouvernement avait voulu mettre en place avec de bonnes intentions. Plein de gens se sont rués, plein d'artisans et d'acteurs se sont rués là-dedans, et ça a provoqué ce contentieux de masse, en particulier au civil. Cela étant, je trouve que la proposition, puisque c'est un peu de ça aussi dont on parle, que la proposition numéro 25 d'autorégulation, à la fois au niveau de l'exercice et de l'immatriculation, me semble excellente. Je voulais juste le souligner. Ça rejoint ce que le législateur a fait avec les courtiers en assurance et en produits financiers. Il y a aujourd'hui une obligation d'affiliation pour environ 50 000 courtiers. Et il y a, me dit-on, à peu près 50 000 personnes 50 000 entreprises qui sont RGE. La contrepartie de cette autorégulation renforcée de la proposition 25 du rapport devrait être, selon moi, la suppression de l'interdiction sectorielle en rénovation énergétique. Supprimer purement et simplement l'alinéa 3. Voyons ce que donne pendant quelques années une autorégulation renforcée. Après tout, Philippe, tu l'as dit, en démarchage en porte-à-porte, le gouvernement a été très raisonnable au moment de la transposition. Je pense qu'il y a eu quelque chose d'excessif au moment du démarchage téléphonique avec la loi Naegelen. Une question pour Cédric et une très dernière, vite. Parce qu'en fait, on a un des intervenants de la table ronde, ce que je ne savais pas, qui doit partir très vite à la fin. Quelques secondes. Donc, une dernière question. Très vite pour Cédric et pour Philippe. Cédric, UFC Que Choisir dit « N'ouvrez jamais votre porte à un démarcheur ». Et là, on est sur le porte-à-porte. Je voulais savoir, il y a plusieurs journalistes qui l'ont dit donc, sur le site du UFC, est-ce que c'est une position que UFC maintient ou est-ce que ça peut évoluer? Quant à Philippe, je voulais lui demander l'exception client
de l'alinéa 2. Pardon, l'exception du consentement de l'alinéa 2. Donc, si je suis inscrit sur Blocktel, on ne peut pas m'appeler, sauf qu'il y a une tolérance administrative depuis quelques années. Est-ce que tu trouves que cette tolérance, ça se passe bien? Et est-ce que ça t'encourage à maintenir cette nouvelle tolérance de l'alinéa 3 pour la rénovation énergétique? Merci. Alors, très rapidement, juste, pardon Natacha, hein, mais je ne peux pas laisser dire que c'est que les avantages fiscaux qui ont participé à la recrudescence du démarchage dans le domaine de la rénovation énergétique, parce qu'il y a aussi et surtout l'absence d'obligation de résultats s'agissant des allégations de performance. Parce que n'importe qui peut toquer chez vous, vous dire vous allez faire avec moi 50% d'économie d'énergie, et bien si ce n'est pas au rendez-vous, obligation de moyens, vous ne pouvez rien. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, n'ouvrez jamais la porte, parce que oui, la position de l'UFC Que Choisir, on est dans un colloque qui s'intitule « La sollicitation du consommateur ». Et l'UFC Que Choisir, elle plaide quand même pour qu'il y ait un droit à la tranquillité des consommateurs. C'est aussi la raison pour laquelle, s'agissant du démarchage, on a une position sur l'opt-in, et puis pour le démarchage en porte-à-porte, vous l'avez évoqué, Pierre, merci de vous faire le relais de l'UFC Que Choisir. Là, ça... Sur le démarchage téléphonique, je ne crois pas que ma réponse satisfera Pierre. Non, je crois qu'aujourd'hui, vu les pratiques, tant qu'elles perdureront, il sera, de mon point de vue, il est hors de question de lever l'interdiction sectorielle. Sur la notion de consentement, moi j'ai été clair tout à l'heure, on prend acte, notamment de la jurisprudence, mais de toute façon, on sera vigilant. Ce n'est pas n'importe quel consentement qu'on acceptera et qu'on ne considérera pas dans n'importe quel cas que le consommateur a donné son consentement. On étudiera, on examinera, et ce qu'on fait déjà, avec soin, les conditions dans lesquelles ce consentement a été donné, à qui il a été donné, pourquoi il a été donné. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Aujourd'hui, le secteur, comme on l'a souvent répété à cette table, et j'en suis désolé pour les acteurs vertueux, si vous voulez, il en faut certainement les frais, mais au jour d'aujourd'hui, il est hors de question de baisser la garde. Bien, donc nous allons terminer sur ces mots. Je vous remercie infiniment. Et je vais appeler les participants à la table ronde suivante.